Eh bien, bonjour Monsieur Gagnère et merci beaucoup d'être présent. Eh bien, on va commencer cette interview. Alors, moi, j'avais une première question parce que quand j'ai regardé votre culinaire vitae, je me suis aperçu que vous n'aviez pas de restaurant dans les Hauts-de-France. Ouais. Bon, on m'a jamais sollicité, voilà. Tout ce que j'entreprends, c'est des opportunités, c'est des sollicitations. Je dis oui, je dis non. Ce développement que j'ai entrepris il y a une vingtaine d'années maintenant, c'est surtout passé par l'Asie, l'Asie, les États-Unis. Puis là, effectivement, en France, il y a des choses qui arrivent. Alors je fais attention parce que d'abord en France c'est un jardin, c'est un petit pays, donc le risque d'exposition est plus grand, des critiques aussi, donc voilà, donc tout ça, il faut aussi l'analyser. Et puis aussi le staff, les emplois, enfin trouver des gens. Donc un restaurant, c'est pas bonjour un restaurant, non, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Ça se monte effectivement pas comme ça. Ouais. Et du coup, j'ai lu un petit peu votre histoire et excusez-moi si des fois j'ai un petit peu le trac devant vous parce que vous êtes pour moi un entrepreneur exemplaire et à succès. Et je me suis dit, je vais essayer de présenter Pierre Gagnère. Et en fait, j'ai pas réussi parce qu'il y a tellement de choses. Et donc, du coup, la solution de facilité, c'est de dire comment on se présente quand on est Pierre Gagnère. Je fais de la cuisine, c'est tout simplement. Et puis il se trouve que la cuisine que je fais plaît. Ce que je défends est sérieux, solide, fiable. Je viens d'une ville, on est un peu cousins. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Saint-Étienne. C'est une ville qui a les valeurs du Nord. C'est-à-dire qu'on ne se la pète pas, on raconte pas n'importe quoi, on vend pas du vent. J'ai essayé de donner du sens à un métier que je n'ai pas choisi. Et la façon dont je l'ai fait, ça c'est après que je m'en suis rendu compte, ça a été fait avec une connotation artistique. Donc ça a une valeur un peu magique, avec aussi le danger de dire attention, avec un artiste, ça ne se passe pas de façon toujours carrée, rationnelle. Donc on est loin du business pur et dur. Non, donc c'est plutôt entrepreneur ou plutôt artiste ? Je suis artiste, mais artisan. C'est-à-dire que c'est quand même de l'artisanat. Il y a une connotation déjà répétitive. Il y a aussi la prise de risque. Mon projet, je ne suis pas sponsorisé par des fracs, par des mécènes. Je suis seul, indépendant, libre de mes mouvements. Donc tout ce que j'entreprends, je prends le risque évidemment artistique, puisque je prends le risque de proposer quelque chose de différent, mais j'en assume les conséquences financières. Donc je suis à la croisée de tout ça, de l'artistique et du pur monde entrepreneurial. D'accord. Et parce que j'ai vu vous gérer ou disposer d'environ d'une trentaine de restaurants partout dans le monde. Donc moi, ma question, c'est comment on fait pour gérer 30 restaurants disséminés partout dans le monde ? Alors, on va mettre les choses dans le bon carré. Il y a 3 restaurants dont je suis... 4 en fait. 4 lieux dont je suis totalement responsable, de A à Z. Le social, tout. Voilà. Donc ça représente à peu près 85 personnes. 80, 90 personnes. Puis les autres, que ce soit à Shanghai, que ce soit à Tokyo, que ce soit à Séoul, que ce soit à Dubaï, que ce soit à Londres, je suis un directeur artistique embarqué dans un projet. Ce projet, il est dessiné par moi, mais sur des propositions et des demandes de mes partenaires, de mes clients. Et quand l'objet il est à peu près déterminé, je le fais vivre. Je m'occupe bien sûr de toute la partie humaine, donc qui n'est pas juridique, qui est humaine, mais qui est une partie très importante. Par exemple, sur un projet, mettons comme par exemple Shanghai, on a 70 personnes. Bon, il y a 4 personnes qui sont capitales. Ces 4 personnes, je les défends. Ils sont vraiment reliés à moi. Les autres, je les connais moins et j'ai moins de prise sur la relation que je peux avoir avec les gens qui dirigent pour défendre vraiment, éventuellement leur situation, parce que ça, j'en ai pas les moyens. Donc, il y a beaucoup d'humain dans ce que je fais. Et je dirais que ce que j'apporte, la valeur ajoutée que j'apporte par rapport à ma cuisine, c'est donner du sens à un projet
Et je crois que c'est une partie peut-être de mon succès, parce que ça, c'est des choses que j'ai imaginées dès le départ, quand j'ai commencé à travailler pour moi. C'est-à-dire il y a plus de 40 ans. C'est-à-dire que j'ai tout de suite considéré qu'un projet, pour le faire avancer, c'est comme un train. C'est-à-dire qu'il y a un wagon, il y a une locomotive, mais il faut que tout le monde suive, quoi. Et pour que tout le monde suive, il faut toujours avoir un œil dans le rétroviseur. Et il faut toujours aller chercher les gens, les ramener, les rassembler, les motiver, les aimer, les respecter, les protéger. Mais évidemment, avec un chef qui sait ce qu'il veut, mais ce qu'il veut, c'est pas à coup d'insultes, c'est pas à coup de bâton, c'est à coup de conviction. Donc ça, c'est mon truc, quoi. On dit souvent quand les grands patrons, les grands chefs d'entreprise ne font plus de l'opérationnel. C'est le cas pour vous ? Un peu moins qu'avant. Parce que si je fonctionnais aujourd'hui comme je fonctionnais il y a 20 ans, ça veut dire que je ne serais pas bon. C'est-à-dire que je n'aurais pas su déléguer, je n'aurais pas su construire une équipe, je n'aurais pas su développer mon discours autrement que par l'exemplarité. Aujourd'hui, ça passe par la parole, ça passe par le dialogue, ça passe par des mots, effectivement, alors qu'avant, c'était qui même me suivent, et j'étais devant, je fonçais, j'essayais, je ne sais pas où j'allais. Et chaque jour qui passait, c'était un jour où c'est une petite pierre que je mettais en place pour construire ce projet culinaire. Et c'est aussi un des choses, aussi un point sur lequel il faut faire attention. C'est quand on se développe, et ça, c'est une question à poser aujourd'hui aux jeunes gens, ou à la jeune génération, en allant trop vite, et on peut aller très vite aujourd'hui, grâce à tous ces moyens technologiques, on peut lancer 10 idées en 2 minutes. Mais quand même, le temps nous rattrape tout le temps. Il y a une notion de silence qui s'impose, une notion de réflexion, et surtout, savoir poser sa carcasse dans un lieu, être là, et pas là. Mais là, je suis là avec vous ce soir, j'en suis ravi, mais je ne suis pas ailleurs. Parce que là, si vous faites rien de bien, quoi. Oui. Mais il faut avoir mis en place des solides appuis qui sont vos relais, quoi. C'est ça, et c'est du coup, ça fait la transition à la question, parce qu'au début, on pose ces jalons-là, après, on a le succès. Comment c'est arrivé ? C'est quoi cette chronologie qui vous partez du travailler dans le restaurant de votre papa, Ouais. et ensuite, on a 30 restaurants. Alors, très concrètement, lorsque j'étais à Saint-Étienne, bon, j'étais un gamin, personne ne me connaissait évidemment, voilà. Puis, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, voilà. Et puis, vous aviez quelques types importants qui étaient ce qu'on peut appeler aujourd'hui des influenceurs. Avant, on n'appelait pas ça des influenceurs. C'était des journalistes, c'était Hugo Emilio, c'était Claude Lebet, il y avait quelques personnes comme ça importantes. Et ces gars viennent vous voir, ils viennent déjeuner chez vous, et vous savez que ces gens-là, vous allez les capter pendant 2 heures ou 1 heure et demie. Ils viennent chez vous. Et là, j'ai senti 2-3 fois que ces gens-là, il fallait tout donner. Ça passait ou ça cassait, quoi. Ou je partais dans les limbes de l'animal le plus total, parce que ces gens-là, je n'allais pas les convaincre. Mais je sentais que le fait qu'ils viennent me voir, le fait qu'ils se soient à ma table, qu'ils aient fait l'effort de venir dans cette foutue ville de Saint-Étienne que j'adore, mais qui n'est pas évidente d'accès. Et non, c'est pas Lille, hein. Il faut y aller à Saint-Étienne. C'est pas le même voyage, hein. Et ces gens-là, il fallait absolument qu'il se passe quelque chose. Donc je prenais tous les risques. Je mettais ma vie vraiment en jeu. Mais en faisant ça, je mettais aussi, et ça c'est dangereux, je mettais aussi la vie de ma jeune famille en danger. Et d'ailleurs, ma famille était en danger. En 96, quand j'ai tout perdu, j'ai mis ma famille en danger. Donc, je paye le prix fort, tout ça, quand même, hein. Bon, ça va, tout le monde va à peu près bien, même tout le monde va bien, on va dire, oui, mais je ne suis pas passé loin d'un correctionnel, hein, parce que j'ai poussé le bouchon très loin. Aujourd'hui, non, aujourd'hui c'est plus sécurisé quand même. Et heureusement d'ailleurs, Oui, heureusement. On est effectivement entouré, parce qu'on ne peut pas tout faire seul de manière professionnelle, mais on n'oublie pas non plus la vie privée ou la vie familiale qui doit forcément suivre. Et vous, du coup, est-ce que vous avez, pour atteindre un succès pareil, dû faire des sacrifices ? Ah ben, je répondrais, j'ai fait que ça, mais c'est pas vrai. J'ai pas fait de sacrifice. J'ai suivi mon instinct. J'ai senti qu'à un moment, je peux pas faire les choses à moitié, quoi. Ça passait ou ça passait pas. Donc, je sais pas le choix de mon environnement. Mais l'époque est pas la même. Donc, tout a un prix. Mais la vie, c'est ça. Cette espèce de fil tendu sur lequel nous sommes tous et qui fait qu'au bout de la fin de la journée, eh ben, on est content de ce qu'on a fait.
on a l'impression d'avoir accompli quelque chose qui vous remplit, et puis, effectivement, en ayant un œil bienveillant sur les gens qui vous entourent. Mais ça passe forcément par... Mais c'est quoi sacrifice? C'est quoi? La vie est un sacrifice, puisque de toute façon, on va tous finir au même endroit. Donc, on est tous voués à aller... On a tous le même point de chute. Donc, du point A au point Z, comment on... Et quand on démarre, on ne sait pas ce qu'on va en faire de notre vie. Ces jeunes gens qui nous entourent, ils ne savent pas ce qu'ils vont... Vous-même, vous ne savez pas. Et moi-même, demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Comme a dit le philosophe, on trouve son chemin en marchant. Voilà. Mais, ce n'est pas interdit. Et ça, c'est peut-être pas ce que j'ai fait, moi, au départ de ma carrière. C'est peut-être un peu prévoyant, un peu savoir avoir des points d'appui, savoir, se replier s'il le faut, pour repartir après au combat. Moi, c'était une course contre la montre, parce que j'avais trop de choses à prouver. Trop de choses à prouver par rapport à mon éducation, par rapport à mon enfance, par rapport à ce qu'on m'avait mis dans les pattes, quoi. Il y a des choses fondamentales qui sont le socle de ma vie, mais des choses autour qui ne m'allaient pas du tout, quoi. Et le métier m'a permis, et me permet de vivre d'une façon qui produit de la joie, ne produit pas de la douleur, de la méchanceté. C'est tout le contraire. De toute façon, on vit pour être heureux. Alors, être heureux, donner un sens à sa vie, oui. Voilà, oui. Donner du sens à sa vie. Ça, je crois que c'est très important. Alors, bien sûr, en fonction des métiers qu'on fait, le sens à sa vie, il faut que chacun trouve un espace. Et là, c'est là peut-être où il y a peut-être à discuter. C'est peut-être pas forcément au sein du monde professionnel. Et c'est peut-être aussi, je pense que vous en pensez, peut-être aujourd'hui la part un peu nouvelle des jeunes générations qui se disent ma vie, elle va pas s'épanouir au travail, quoi. Alors, ils ont peut-être raison, peut-être tort, mais il faut trouver quelque chose qui vous remplisse le cœur, quoi. Voilà. Et donc, la joie, le bonheur peut arriver après, mais c'est qu'on ait un sentiment de cohérence par rapport à son moi profond, quoi. Effectivement, je pense que maintenant, comparativement à avant, j'ai l'impression que les jeunes déconnectent le bonheur à l'argent, ce qui était un peu plus vrai avant. Le bonheur est plutôt connecté, comme vous le dites, à son inspiration, à la synchronisation entre soi-même et ce qu'on veut être. Oui, et c'est une bonne nouvelle. Et oui, complètement. C'est une très bonne nouvelle. Complètement. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Gagnard, pour ce chouette témoignage qui est inspirant. Merci d'avoir été présent ici et merci d'avoir permis d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée, Monsieur Gagnard. Merci. Au revoir. Merci.